Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 10 mars 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en déroute, en tout cas pour l'instant 82 500 $, un Ether qui repasse sous les 2100, ça fait très mal au portefeuille. 2068 $ ce matin, moins 4, moins 5 pour les deux premières crypto-monnaies du marché, moins 8, moins 9 pour Solana, Dogecoin. On n'a pas de moins 10 sur ce top 10 justement, on a moins 9 pour Avalanche, mais on n'a pas acté sur 24 heures un moins 10. Ceci étant dit, quand on regarde en hebdo, on a du moins 12 pour Bitcoin et du moins 30 pour Cardano, donc ça commence à légèrement piquer, on va dire, au niveau des altcoins. Le NIR Protocol 25e place, moins 9, c'est également le cas de PP, on a moins 9 également pour Ethereum classique, moins 12,39 pour Kaspa, et on clôture le top 50 avec Celestia, Render, Jupiter, Arbitrum, Optimism, Fast Token, qui sont tous entre 1,70 à 2 milliards de capitalisation. L'action de prix en 4 heures où l'on voit qu'on est venu retravailler l'ancien point bas qui avait été fait à 78, on s'est arrêté juste avant, autour de 80 tout pile. Donc pour l'instant, on n'a pas fait un nouveau point bas, c'est plutôt encourageant et on va voir dans quelques instants, notamment sur le crypto total, qu'on est sur une moyenne mobile long terme importante, le tout en étant dans l'extrême peur à 20 avec des open interest qui à chaque fois se font complètement déglinguer. On a eu beaucoup de centaines de millions de liquidations à nouveau. Donc en l'état, c'est plutôt pas mal qu'on ait permis au marché crypto comme ça de corriger en amont du S&P 500, du Nasdaq sur lequel on est très corrélé vis-à-vis de la tech. Et je suppose que si rebond il devait y avoir, ça devrait se faire sur ce début de semaine, en tout cas pour le marché américain, ce qui pourrait emmener avec lui le marché crypto. Dans un premier temps autour de 85, ensuite on a une belle zone à 86, une petite zone de confluence également qui aura son importance pour la suite autour de 90 à 92 et la fameuse zone des fameux 100 000. Donc là on est dans une configuration clairement dégradée pour le court terme pour Bitcoin, mais qui a été due à un facteur exogène, notamment celui des États-Unis. Cette émission est sponsorisée par NordVPN. Vous avez le lien en commentaire et description qui vous offre 4 mois offerts et satisfaits ou remboursés pendant 30 jours. Donc vous avez la possibilité au travers de ce pont sécurisé de vous connecter parmi 7400 serveurs au travers du monde, d'avoir accès en avant-première à pas mal de contenu, notamment pour les États-Unis quand il y a des films, des dessins animés, etc. qui sortent, et également pour tout ce qui est sport, que ça soit le foot, la Formule 1, notamment pour ceux qui sont en France, vous avez la possibilité de vous connecter en Belgique et d'avoir accès à du contenu qui serait payant selon les pays où l'on se trouve, le tout sur 10 appareils avec un seul compte, et en simultané vous avez la gestion de mots de passe avec NordPass pour avoir des mots de passe très sécurisés, ne pas avoir à les retaper à la main et avoir un mot de passe spécifique à chacune de vos connexions pour les différents trucs que vous utilisez, donc ça c'est très important. Enfin la suite cumule également le NordLocker pour vos fichiers sécurisés dans le cloud, à ceci près qu'on ne copie jamais bien entendu ces clés privées pour les crypto bro, puisqu'on peut payer en crypto en plus sur NordVPN. Et toute cette suite est chapeautée par la protection anti-menace qui vous permettra, le cas échéant, quand vous téléchargez quoi que ce soit ou visitez des sites, de voir un peu voilà, où vous en êtes par rapport à votre navigation et de ne pas vous faire happer par des faux sites ou des fichiers vérolés et malveillants, tout en ayant également un œil sur le darknet pour la fuite de vos données. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description, ça nous soutient grandement et on remercie encore NordVPN de nous accompagner depuis plusieurs années. Au niveau des infos, avec la deuxième plus grosse banque d'Espagne, la BBVA, qui vient de donner son accord pour tout simplement offrir le trading en Bitcoin et en Ether à ses clients. Donc c'est pas la première fois, puisqu'il y avait d'autres pays qui avaient également la BBVA et qui avaient déjà été acceptés en amont, mais petit à petit c'est en train de suivre son chemin. Le Salvador avec CryptoGoku buy the dip et achète 5 bitcoins supplémentaires pour leurs réserves. Donc le but du Salvador c'est d'acheter un bitcoin par jour et ils en ont déjà 6111 pour un total qui avoisine au prix du jour à peu près un demi-milliard de dollars, 500 millions. Donc c'est pas anecdotique, c'est pas rien, et ça permet de voir que petit à petit il y en a qui ont des convictions en tout cas vis-à-vis de ce marché qui est très compliqué en ce moment. On avait Mike Zaccardi qui met en avant les forecasts, donc les prédictions entre guillemets de Vanguard, qui pense que sur la décennie à venir on aura du 3,9% annuel avec une croissance des grosses capitalisations à peine à 0,6, et ça tranche énormément avec ce dont on a parlé régulièrement sur la chaîne, des 70 ou 75% que nous a poussé le S&P 500 sur 2 années roulantes entre 2023 et 2024, et c'est clair qu'il y avait pas mal de banques comme ça, que ça soit Goldman, JP Morgan, etc., qui disaient que les prochaines années, ça serait plutôt du 1-2-3% pour compenser les excès où on a fait des années comme ça à plus 20, plus 25, plus 30%, chose qui était complètement hors norme, puisque d'habitude,
sur une centaine d'années, le S&P 500 est plutôt à 8% en moyenne à l'année. Ryan Detrick qui nous partageait donc les plus gros drawdowns du S&P 500 avec le temps que ça a mis à chaque fois. Donc allons-nous rentrer dans une correction majeure pour les États-Unis? Eh bien, si jamais ça venait à arriver, on voit que les dernières fois où on a eu vraiment, mais là on parle de correction macro très importante, donc c'est encore loin d'être le cas. Mais si on prend par exemple depuis les années 2000 avec 98 moins 20%, autour de 2000 à 2002 moins 50% la bulle internet, moins 57% le crack des subprimes entre 2008-2009, moins 20% en 2011, moins 20% en 2018, 34% le crack Covid en 2020, 25% à l'automne fin d'année 2022. Donc si on prend toutes ces moyennes et depuis 1946 pour les plus gros bear market qui est connu le S&P 500, le pire qui puisse arriver effectivement c'est 10 à 11 mois de correction avec 26 à 30%. Et donc la statistique à retenir c'est que surtout sur 7 fois sur les 18 dernières corrections macro du S&P depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a eu donc des fins de bear market qui se terminaient plutôt en octobre. Donc si jamais, comme là aussi on l'a décrit sur les dernières émissions, ça se gâtait un peu plus sur le printemps-été 2025, en effet on devrait voir un peu plus de positif je suppose autour de cet automne. Ça aura laissé le temps à la macro et à Donald Trump de finir toutes les petites bêtises qu'ils sont en train de mettre en place, à la Fed de suffisamment prendre peur pour commencer à baisser les taux, la liquidité revenir et derrière je pense qu'on aurait un très très beau rebond pour le coup. C'est juste que tout a été décalé. Personnellement, j'aurais plutôt vu quelque chose qui se serait passé entre justement l'été et début 2026 pour tout ce qui est en train de se passer là maintenant au printemps 2025. Malheureusement ou heureusement, l'avenir nous le dira, eh bien les lignes ont bougé beaucoup plus rapidement qu'on le pensait sous l'ère Trump 2.0 et donc voilà, quand on regarde les statistiques dans leur globalité, quand on a le nouveau président qui arrive, plus l'année post-pivot de la Fed, en général, on est toujours dans des clous comme ça, où les marchés sont très volatiles, très tendus. Et là, ça a été doublement mené, entre guillemets, par deux conflits majeurs et par l'arrivée de ce nouveau président qui a l'air lui-même de vouloir faire bouger les lignes un peu à sa manière. Axel Adler qui nous parlait de la plus grosse distribution, donc au niveau on-chain, on voit que l'activité est en train vraiment d'avoir un pic complètement fou, depuis les fameux 110 000 $. Donc là aussi, c'est aussi intéressant de constater toutes les personnes qui pensaient que le même coin de Trump ne serait pas un méga signal de top ou qu'on n'avait pas eu d'alt season, donc on n'avait pas eu d'extrême euphorie, ce qui voudrait dire que le cycle n'était pas sur un top. À minima, on est sur un pic au top, c'est-à-dire un top local. À maxima, on est sur le top de ce cycle et on rentrera en bear market derrière avec un Bitcoin qui reviendra je ne sais où quelque part à 30, 40, 50 000 $. Là aussi, seul le futur nous le dira. Donc vraiment, si je devais retenir quelque chose de ce cycle, qu'il soit terminé ou non à aujourd'hui, c'est que c'est un cycle qui devra nous permettre à nous, en tant qu'investisseurs crypto, d'en tirer beaucoup d'enseignements, mais surtout, de ne rien prendre pour acquis, tant que ça soit du côté de Ether sur lequel beaucoup ont rotate à partir du moment où ils avaient fait des performances de côté de Bitcoin ou du côté d'autres altcoins comme Solana ou comme Tao BitTensor ou quelques autres qui ont très bien performé sur ce cycle. Beaucoup se sont dit Ether n'a pas lui encore performé, je vais tout basculer sur Ether et malheureusement on voit que derrière Ether a été le némésis de ce cycle jusqu'ici. Donc c'est vrai que c'est un enseignement qui sera riche et qui coûte très cher à bon nombre d'entre nous sur nos portefeuilles. Mais c'est le genre de leçon qui, oui, si sur le moment ça fait très mal, nous permettra de devenir un peu plus risque adverse, j'ai envie de dire, sur les prochains gros rebonds. Ça va créer aussi beaucoup de disbelief plus tard, quand on aura un marché qui sera un peu plus dans le vert. Vous verrez que le mood va quand même mettre un certain temps, je pense, par la suite à repasser dans le positif. Mais malgré tout, c'est dans ces moments assez critiques qu'on a effectivement des belles choses qui sont en train de se passer. En tout cas, on ne les voit pas immédiatement, mais c'est vrai que quand on prend les choses dans l'ensemble, on a quand même la première puissance mondiale qui est désormais pro-Bitcoin, pro-crypto, qui conserve les BTC saisis. Alors ça n'a pas eu l'effet escompté parce que
énormément de monde pensait que ça y est, la réserve, ça voulait dire que les États-Unis allaient acheter 1 million de bitcoins tous les mois, mais vous voyez que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est vraiment un pas après l'autre. Malgré tout, il y a eu tous ces ordres exécutifs qui ont été signés de la main du président des États-Unis, donc je suppose que pour la suite, on est plutôt pas mal foutu, entre guillemets, d'un point de vue global et d'un point de vue de ce que ça pourra apporter en termes de dynamique. Par contre, d'un point de vue des marchés traditionnels, on n'est pas encore aligné pour avoir la prise de risque additionnelle qui nous apportera la liquidité jusqu'au marché crypto, qui à aujourd'hui représente pour les marchés le nec plus ultra malheureusement du risque sur leur propre échelle. On avait donc ce post de Raphaël Bloch avec l'allocution de Christine Lagarde qui était habillée en orange un peu à l'effigie du Bitcoin, j'ai envie de dire, et donc la Banque Centrale Européenne prévoit de lancer un euro numérique et ça pourrait se faire beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense puisqu'ils targetent l'automne 2025 pour rendre leur décision. Alors est-ce que ça sera lancé dans la foulée? Est-ce que ça va prendre 1, 2, 3, 4, 5 ans vu que toutes les institutions européennes ont tendance à être relativement lentes sur tout ce qu'elles entreprennent? En tout cas, c'est un sujet et un enjeu majeur puisque imaginez demain la disparition de l'argent liquide, imaginez demain qu'on puisse savoir exactement ce que vous faites, quand vous le faites, où, pourquoi, comment, avec qui, et un traçage numérique qui sera complètement fou. Donc clairement, ça, d'un point de vue de la liberté individuelle, ça pose énormément de questionnements. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser et on a vu que les États-Unis, pour le coup, justement, sous l'ère Trump, étaient complètement contre un stablecoin comme ça, adossé au dollar, directement émis par la Banque centrale. Donc là, aujourd'hui, l'Europe prend le contre-pied, l'Europe se dirige vers un euro numérique. D'un autre côté, ça sera peut-être quelque chose qui sera plus facile à utiliser au quotidien. On n'aura plus besoin de CB, on n'aura plus besoin de billets, on n'aura plus besoin de se soucier de rien pour dépenser entre guillemets notre argent. Mais l'autre problématique, en effet, ça va être celle du contrôle. Si on nous dit, vous n'avez pas le droit de dépenser plus de temps par semaine ou si vous dépensez 1000 euros en une fois, même avec vos euros numériques, ça va déclencher toutes les alarmes et vous allez devoir justifier sur 3 générations. Voilà le type de contrôle un peu totalitaire sur lesquels on peut dériver justement vis-à-vis de tout ça. Donc j'espère vivement que l'Europe prendra en considération toute cette problématique liée à la vie privée et au contrôle en tant que tel et que tout ceci ne se transformera pas en un subterfuge de démocratie à la 1984 de Orwell, mais en attendant ça laisse se poser beaucoup de questions et c'est assez étonnant de voir l'Europe finalement qui continue de progresser très vite dans cette direction alors que ça a l'air de crisper justement par exemple les États-Unis pour des bonnes raisons. Donc bon, je sais pas trop ce qu'il va en ressortir, mais en attendant on en est là et ça va être un des sujets et des enjeux majeurs pour les Européens pour cette année 2025 et au-delà. Même si pas super réglementaire, Tino Bourse nous proposait le chart de Dassault Aviation qui a pété complètement à la hausse avec les informations récentes notamment liées à l'armement et le super investissement massif de l'Europe vis-à-vis de tout ça. On a un chart qui remonte quand même aux années 90 ici où on voit que petit à petit on fait le ping-pong dans 2 bornes qui sont de plus en plus élargies, qui font un peu un mégaphone et donc ça n'est pas sans rappeler pour ceux qui font un peu d'analyse technique le cylindre d'accumulation de Jesse Livermore, donc qui est un spéculateur qui est mort depuis, puisqu'on parle ici de quelqu'un qui est mort je crois de tête en 1940, c'était 1870 ou 1880 à 1940 dans ces eaux-là, donc il n'a pas vécu super vieux mais il a eu le temps d'écrire des mémoires de spéculateurs qui sont très intéressantes et dont vous avez un livre aujourd'hui que je ne peux que vous conseiller d'ailleurs. Ça vous donnera du grain à moudre sur des phases de marché qui ont été vachement antérieures à celles qu'on connaît aujourd'hui, mais dans lesquelles on voit que régulièrement c'est toujours la même musique, tant sur l'avidité que la spéculation en tant que telle, et les phases de marché que l'on traverse continuent de se reproduire inéluctablement. Le Bitcoin et ses amplitudes de prix d'un cycle sur l'autre. Alors en effet, c'était un chart qui date d'il y a 1 an. Je vais voir avec Chart BTC s'il peut le mettre à jour, mais factuellement ça ne change pas grand chose puisque quand bien même entre temps on est venu à 109 000 $, tout ce qu'il faut constater sur ce chart, c'est qu'à chaque itération on fait un retour sur investissement qui est immensément moindre que le précédent. La bonne nouvelle pour nous aussi, c'est qu'au plus on a capitalisé ces 2 derniers cycles, au moins on a baissé en bear market, on est passé d'un moins 84 à un moins 77. Qui sait si
ce coup-ci on fera qu'un moins 50% par exemple pour aller des fameux 109 000, même si c'était le point haut de ce cycle, on n'en sait rien pour l'instant, et qui se dirigerait au cours d'un bear market autour de 50-55 000, avec, comme on l'a vu la dernière fois, je vous le remonte dans quelques instants au niveau de l'analyse technique, la fameuse moyenne mobile 200 qui d'ici la fin d'été 2025 sera autour des fameux 50 000 $. MacroCharts qui nous disait que le S&P 500 est sur un des plus gros oversold, donc survendu de tous les temps, par rapport aux dernières itérations et notamment celle du moment du crack Covid. Donc le S&P 500, comme on l'a vu, on a quand même pas mal de visibilité aux États-Unis sur le marché, sur ce qu'est en train de faire Donald Trump, sur ce qu'est en train de pricer aussi le marché. Donc pas de grosse inquiétude par rapport à tout ça, mais quand on regarde au niveau du Bitcoin, en effet aujourd'hui, on est posé autour de 2660 milliards. Ça fait 2-3 semaines qu'on tient la moyenne mobile 50, qui au passage cumule avec les points hauts de mars 2024. Et en fait, ce qu'on est en train de travailler, c'est que j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais que le marché ne prend pas en considération le second top manipulé de SBF ici, à partir du moment où on avait eu FTX qui rachetait avec l'argent des clients, qui faisait de la boucle, etc., avant que tout parte complètement en couille lors du dernier bear market. Donc en gros, on est en train de travailler la zone précédente ici. On est en train de travailler le premier top de mai 2021 qui lui se trouve plutôt autour de 2500 milliards. Et j'ai l'impression, j'ai la sensation, vu le temps qu'on a bloqué aussi précédemment autour de mars 2024 sur cette zone des 2500 milliards, que c'est ici que tout se passe, c'est ici que tout se joue et c'est pas finalement les 3000 qui ont été le top, le second top. Lui, il a un intérêt par rapport à ce qu'on a déclenché ici à la prise de profit et à l'accélération au niveau de ce M-top qui a été une finale de spéculation sur toute cette investiture de Donald Trump l'avant et l'après. On a eu un M-top, un double top quasi parfait. Derrière, ça distribue. On efface en gros la spéculation, l'hyperspéculation avec cette investiture de Trump. Énormément de volumes sont en train d'être exécutés. Donc grossièrement, on a beaucoup d'argent qui est en train de changer de main. Je suppose qu'au vu de comment le Bitcoin tank, c'est qu'il est là quand même toujours de la demande, mais on a vu récemment que tout ce qui était risk on, malheureusement, était bazardé par les fenêtres en simultané du marché américain qui a bien corrigé. Donc là, aujourd'hui, on a été finalement dans une correction qui s'est passée en amont du marché américain et d'autant plus qu'on voyait que ça faisait pas mal de temps qu'on montait pas en simultané des divers ATH qui étaient faits sur les marchés traditionnels. Ça permet en plus de venir choper les 2500 milliards et la moyenne mobile 50 hebdo, d'avoir reset sur support des 42 hebdo toujours, le RSI dans son intégralité. Donc en gros, si on passe durablement en dessous, c'est qu'on est en bear market. Si on rebondit maintenant, c'est qu'on n'est pas en bear market. Donc on va croiser les doigts pour qu'on ne soit pas en bear market. Mais globalement, on est plutôt pas mal foutu en fait par rapport à la macro, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Faut juste qu'au bout d'un moment, Donald Trump accepte aussi de finir de faire toutes ces petites conneries comme je disais tout à l'heure. On a un gap donc qui s'est formé au niveau du futur qui sera à venir combler justement autour de 85-87 000 $. Là aussi, les gaps, il n'y a jamais personne qui est d'accord entre prendre la mèche qui se trouve à 85 ou prendre le corps de bougie qui se trouve à 87,3. On va voir ce que ça va donner. Le mieux qui pourrait arriver à court terme, c'est qu'en effet, on est en rebond du Nasdaq et qu'on commence à imprimer un semblant de W ici. On en est encore loin. On a un RSI qui peut-être pourrait montrer la voie, mais vous voyez qu'il va nous falloir 1 ou 2 semaines supplémentaires. Donc en gros, l'intégralité de ce mois de mars pour à minima soit poser un bottom ici, soit partir à la cave, puisque pour l'instant, comme vous l'avez vu, c'est loin d'être gagné. Le BTC en tant que tel, donc en daily, on est sous la moyenne mobile 200 jours qui se trouve à 83,3. On va repasser en hebdomadaire puisque c'est quand même un peu plus agréable pour constater qu'on n'est même pas encore venu chercher la moyenne mobile 50 à 75,6 aujourd'hui et la zone de sortie précédente autour de 73. On a le Fibo 0,38,2 qui aujourd'hui est aligné à 73. On a le 0,5 à 62, moyenne mobile 100 à 56. Le support 61,8 qui lui est le plus gros. Vraiment, si on avait une correction majeure, c'est là où ça pourrait être intéressant de commencer
commencer à repayer le Bitcoin autour de 50-51 000 $. Moyenne mobile 200 qui aujourd'hui est autour de 45. Et comme je vous le montrais la dernière fois, j'ai fait des petites projections. Donc comme vous voyez, si je bouge un tout petit peu le trait, vous voyez que la moyenne mobile 200 est tellement longue qu'elle ne va pas baisser du jour au lendemain ou monter du jour au lendemain. Elle va suivre une certaine vélocité. Et si on trace comme ça, donc jusqu'au 0,68 de Fibo, autour d'octobre maximum, si vraiment petit à petit on faisait l'escalier pour redescendre et qu'on était en bear market, eh bien on aurait la moyenne mobile 200 semaines qui serait autour de 50-51 000 entre la fin d'été et maximum début d'automne 2025. Et la moyenne mobile 100 qui croisera entre fin mai et début juin entre 65 et 70. Et la moyenne mobile 50, on voit qu'elle est en train de se mettre à plat. Donc vraiment aujourd'hui, ce qui nous démarque d'une véritable accélération baissière, c'est cette fameuse zone, comme vous l'aurez compris, des 73-75 000 $. Ether, que dire, c'est la Bérésina, c'est la cata, mais pour autant, pareil, hein, on a un RSI à 35 en hebdo. Le RSI le plus survendu qu'on ait eu au moment de la déroute Terra, FTX, etc., c'était ici autour de la mi-juin 2022. On avait un RSI qui était venu à 26. Donc j'ai envie de vous dire, quand on est à 35 et qu'on a un RSI maximal à venir chercher quand le marché pense que les cryptos vont à 0 à 26, on est plus proche de la fin de la correction, du bout, entre guillemets, pour les alts que du début. Là, par exemple, quand on avait un RSI en mars 2024 à 84 en hebdo et un Ether autour de 4000-4100 $, forcément, quand on regarde les oscillateurs, là, on est plus proche de la fin, entre guillemets, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, que de devoir prendre ses profits en urgence quand on dépasse largement les 70 de RSI. C'est de la technique ultra basique, mais c'est ce qui me laisse quand même relativement garder cet espoir de lumière au bout du tunnel pour les alts avec Ether en tête de file pour trouver un point bas ici quelque part autour des 2000 $. Espérons qu'on arrive véritablement à se poser pour la suite parce que voilà, j'ai la sensation que là il y a beaucoup de gens qui sont en train vraiment mentalement de lâcher la rampe vis-à-vis du marché crypto, ce qui est tout à fait normal et au vu de l'exposition des particuliers qui sur ce cycle s'est faite majoritairement du côté des altcoins. On a toujours un VIX qui est haut perché, donc l'indice de la peur et de la volatilité pour les États-Unis à 25. Donc bon, on est quand même sur des points hauts. Là aussi, on va croiser les doigts pour que le début de semaine s'ouvre légèrement mieux. En attendant, le S&P, lui, travaille avec la moyenne mobile 50 ici. D'ailleurs, on a un beau petit support. On va peut-être se mettre plutôt un rectangle, c'est pas mal, juste ici. Donc ça va permettre éventuellement sur ce début de semaine de rebondir. Donc on va voir autour de 5700 points pour le S&P. Le Nasdaq qui avait clôturé dans le vert, mais pareil, c'est la bataille avec la moyenne mobile 50 et un petit support intermédiaire. Nasdaq sur lequel on est fortement corrélé en ce moment. Le dollar américain qui continue de lâcher du mou, qui s'est stabilisé autour de 103,5. Mais vu cette bougie de la semaine dernière, voilà, finalement, les objectifs de Trump sont clairs. Il veut avoir un dollar qui est faible, comme lors de sa première investiture. Il veut avoir des taux qui sont baissés par la Fed et il est prêt à tous les moyens, entre guillemets, sur le papier pour tordre le bras au marché, à ceci près qu'au bout d'un moment, c'est quand le marché va suffisamment tordre le bras de l'administration Trump, eh bien certainement que c'est eux qui vont finir par reculer aussi. Le gold en attendant qui a rebondi depuis une dizaine de jours des 2834 en direction des 2915, donc pareil dans l'incertitude, ça se réfugie sur les véritables actifs solides et le gold en fait véritablement partie. La question à se poser, c'est quand est-ce que le fameux Bitcoin endossera totalement ce rôle de valeur refuge d'or numérique. Pour l'instant, à aujourd'hui, nous n'y sommes pas, mais petit à petit, on sent malgré tout qu'il est en train de frayer son propre chemin, un chemin où il y a beaucoup de volatilité, un chemin qui a été semé d'embûches et un parcours où vraiment on nous mettait des bâtons dans les roues systématiquement. Ça a été le cas notamment de la SEC sous l'administration Biden. Aujourd'hui, qu'on a une administration qui est beaucoup plus pro-crypto du côté des États-Unis, la seule question à se poser, c'est n'avons-nous pas placé trop d'espoir notamment et d'attente vis-à-vis de ces États-Unis et de cette arrivée un peu comme le Messie de Trump au pouvoir, et c'est un peu ce qu'on est en train de payer à court terme puisque les marchés, vous vous en doutez bien, ont leur propre logique, anticipent énormément dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça qu'en ce moment on est en train un peu trop d'anticiper à la baisse aussi ce qui pourrait arriver dans le futur, avec tout le monde qui vous dit du côté des États-Unis, oui, la récession va arriver, ça y est, c'est la grande catastrophe, la grande dépression. On l'a vu au niveau du S&P 500, c'est loin d'être la Bérésina qu'on veut nous vendre. Donc pour l'instant, restons calmes. On l'a vu la dernière fois, le pire qui puisse
puisse nous arriver, c'est de revenir par rapport au top, travailler une moyenne mobile 200 qui très prochainement se trouvera à moins 22%. Pour rappel, à l'automne 2022, et personne parlait de fin du monde, en tout cas pas les comptes que je suivais de mon côté, on était à moins 27,5. Donc c'est quelque chose qui arrive régulièrement du côté du marché américain, à ceci près que eux, comme on parle de capitalisation en milliers, en dizaines de milliers de milliards, eh bien une seule bougie comme ça, comme il y a eu ces 3 dernières semaines, c'est des centaines, des milliers de milliards qui sortent du marché américain, et donc ça fait paniquer tout le monde. Alors que quand on mesure comme ça sur 3 semaines, si on fait de corps à corps, ça fait 6% pour le S&P 500. Mais 6% chez eux, ça représente un 30% chez nous au niveau des cryptos. Alors 22%, ça représente comme nos alts à moins 80, moins 90. C'est à peu près comme ça qu'il faut se matérialiser les choses et le ressenti du côté du marché traditionnel. Et ça vous permet, une fois que vous avez fait ce genre de corrélation et d'amplitude en termes de vis-à-vis, exactement comme on l'a vu la dernière fois avec le Bitcoin, qui est finalement un Nasdaq x2 en termes de leverage à la hausse et à la baisse, ça vous permet de mieux comprendre aussi comment pondérer dans un portefeuille vos crypto-monnaies en fonction également de ce que vous avez investi sur le reste des autres marchés et potentiellement d'avoir une diversité qui vous permettra justement de traverser au mieux tous les temps. Je vous souhaite une excellente journée. Aucune idée de si l'on fait le live ce soir, on vous préviendra au cours de cette journée. On voit que voilà, ces temps-ci ça a été assez chargé et dans tous les cas on est apte à vous faire des lives en cours de semaine si des choses importantes se passent ou qu'on a besoin de vous faire passer donc des messages en particulier. Dans tous les cas, au bout d'un moment là, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. La seule chose sur laquelle vous devez avoir un contrôle, c'est votre répartition de portefeuille et comment vous ajustez votre risque en fonction justement des différentes phases de marché que l'on traverse. Et à savoir qu'actuellement, on est dans une phase de grande incertitude avec en effet des personnages clés qui du jour au lendemain peuvent changer, transfigurer la face des marchés. Après, bon, il faut quand même considérer que les marchés financiers sont un énorme paquebot qu'il est toujours très difficile de faire manœuvrer dans un sens comme dans l'autre et c'est pour ça qu'ils anticipent toujours à plusieurs mois voire plusieurs trimestres ce que pourrait être le monde de demain. Je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.